semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Ce jour, chers amis internautes, je serai en compagnie de Distel Amoussou. Il est consultant média communication, chroniqueur politique. Il sera avec Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Et le troisième invité que je vais vous présenter ce samedi est Landry Angelo Adelacon. Il est juriste, consultant, analyste politique. Avec eux, nous essaierons de décrypter ces sujets qui ont animé l'actualité sociopolitique cette semaine au Bénin, notamment les fondements de la grève de 112 heures annoncée à compter du lundi prochain par plus de 21 000 aspirants au métier d'enseignant. Nous parlerons du micmac observé autour de l'arrêté préfectoral qui réorganise le transport urbain dans la ville de Cotonou. Et en fin d'émission, nous parlerons des espérances autour des jugements devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, jugements qui concernent Ricky Amadougou et Joël Frédéric Aïvon. Avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre l'instant pub sur ESAE TV. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Alphonse Moïse Soudé. Bonjour. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce matin et merci également à Distel Amoussou d'être là. Bonjour Kader, bonjour à mes téléspectateurs. Landry Angelo Adelacon, c'est une première sur ESAE TV. Merci de nous honorer de votre présence. C'est tout un plaisir et bonjour tout le monde, bonjour chers internautes de ESAE TV. Alors, Alphonse Moïse Soudé, vous êtes également enseignant d'autre part. Alors, dites-nous, selon vous, quels sont les fondements de cette grève qui est annoncée pour 112 heures à compter du lundi prochain par les aspirants au métier d'enseignant? Quand j'ai lu quand même les raisons évoquées, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ces enseignants, ces 21 000 enseignants demandent qu'on leur change de statut, qu'on passe de 9 mois à 12 mois. Ils désirent être insérés totalement dans la fonction publique. Et réclament les primes de la rentrée également. Les primes de la rentrée, je crois que c'est... on a tendance à banaliser l'enseignant. On pense que, bon,
les enseignants sont les miséreux. Non, c'est pas possible. C'est les enfants mal aimés de la République. Quand un enseignant forme bien votre enfant, tout le monde est content. Mais quand l'enseignant réclame l'amélioration de ses conditions de vie et de travail, on trouve que c'est un pestiféré. Je crois non que ils ont le droit. La loi votée en 2018 donne la possibilité à tout citoyen béninois de jouir de ces droits de grève 10 jours par an. Donc, ils ont parlé d'une grève de 112 heures avec reconduction tacite, selon ce que j'ai lu. Je crois que le gouvernement ferait mieux de les écouter parce que 21 000 enseignants du primaire et du secondaire dans la rue pendant 112 heures, alors que nous crions tous, nous décrions le niveau de nos apprenants. On dit que bon, les enfants désapprennent aujourd'hui, l'école béninoise est par terre. Maintenant, si pendant 3 jours, on doit encore laisser ces enfants dans la rue, ça va entraîner beaucoup de conséquences. Donc, je souhaiterais vivement que les ministres concernés puissent ouvrir les négociations. Parce que ce n'est pas la peine de les jeter en partie. J'ai déjà lu un certain nombre de Béninois raconter des conneries sur les enseignants. Moi, je n'autorise pas que n'importe qui raconte des conneries. J'ai 23 ans dans l'enseignement et je sais de quoi je parle. Donc, ceux qui n'ont jamais touché à la craie ne peuvent pas parler d'un enseignant. Ne peuvent pas parler d'un enseignant. Un enseignant, c'est quand même quelqu'un pour qui on a du respect. Sans enseignant, il n'y a pas de nation. Donc, dans d'autres pays, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé sont les chouchous de la République. Donc, je voudrais quand même qu'au lieu de leur jeter des pierres, qu'on les écoute. Qu'on va dans la mesure du possible. Ce qui est possible. Je vous reviens dans un instant. Alphonse Moïsoudé, Distel Amoussou, est-ce que les raisons évoquées vous paraissent fondées? Bon, alors je voudrais reconnaître ici le sacerdoce du monde enseignant, de l'enseignant, et son acceptation de s'offrir à la cause de la formation, de l'éducation, de la société et de notre cité. Je voudrais remercier au passage tous ceux ou celles enseignants qui ont contribué à ma formation, ce qui me permet d'être devant vous ici ce matin et de pouvoir m'exprimer dans une autre langue que la mienne. Alors, je voudrais qu'on resitue un peu la problématique en utilisant les bons mots. Lesquels, par exemple? Est-ce que nous parlons ce matin d'enseignants ou est-ce que nous parlons d'aspirants au métier d'enseignant? Je voudrais déjà qu'on fasse cette clarification. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas le problème des enseignants. L'actualité est focalisée sur les aspirants au métier d'enseignant. Pourquoi, selon vous, on doit faire une différence? Oui, on doit faire une différence, sinon on fera de l'amalgame. Parce que l'enseignant aujourd'hui au Bénin ne vit plus la même misère qu'il y a 10 ans derrière, il y a 20 ans derrière. Moi, je me rappelle de l'époque où il fallait pousser la BBCT de l'enseignant. Mais aujourd'hui, quand je vais dans les collèges publics, et je vois des véhicules qui sont garés, des motos qui sont garées, je vois que le mode de vie de l'enseignant béninois tend à une grande amélioration. Je ne dis pas que c'est déjà le parfait, mais l'enseignant béninois, agent permanent de l'État, n'est plus en dessous du seuil d'une vie normale par rapport aux autres concitoyens de la cité. Maintenant, je voudrais qu'on reprécise. Est-ce que nous parlons des enseignants ou est-ce que nous parlons des aspirants au métier d'enseignement? Alors, Distel Amoussou, les raisons évoquées, les revendications sont en haute, l'extension de leur contrat de travail sur 12 mois. Qui revendique? Les aspirants au métier d'enseignant. Je voudrais qu'on reprécise. Les primes de la rentrée, pour les réclament. La réduction des 30 heures. Monsieur Kader, oui. Je voudrais qu'on reprécise que nous parlons ici ce matin des aspirants au métier d'enseignement. C'est dans cela que je souhaiterais que M. Soulé reprenne la parole. Il forge également les esprits. Je souhaiterais que M. Soulé reprenne la parole
qu'il reprécise sa pensée. Qu'il Parce que reprécise son sa tour pensée. Comme ça, je pourrais avoir je vous de réponds. la réplique, oui. Le vocable aspirant. Un aspirant, c'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir enseignant. Donc, il est encore à l'étape de formation. Mais on ne peut pas envoyer un aspirant en situation de classe. Ah non. Si nous devons utiliser les vocables, celui qui est aspirant, c'est-à-dire qui n'est pas encore appelé enseignant, il aspire, donc il est à l'étape de formation. Mais malheureusement, vous verrez des aspirants tenir des classes d'examen. Si ce n'est pas pour tordre les esprits, je dis le vocable pose un problème. Alors, parce que les aspirants, les AME, comme on les appelle, jouent le rôle d'enseignant. J'ai vu ces messieurs-là à la correction des examens. Si tant est qu'ils sont aspirants, ils ne portent pas encore le titre d'enseignant, pourquoi les avantons évaluer les apprenants après un examen national? Ça pose un problème au niveau du vocable, mais sur le terrain, ils jouent le rôle d'enseignant. Landry, Adélacon sur le sujet en débat. Je pense que c'est un plaisir d'écouter d'abord mes deux prédécesseurs. Ça m'a permis de voir un peu plus clair dans la situation quand il y a un enseignant à côté de moi. Et je pense qu'effectivement, il faut d'abord situer le contexte et savoir de quoi est-ce qu'on parle. Si nous parlons des AME, donc aspirants au métier de l'enseignement, je pense que c'est bien cela. Et donc, on ne peut pas dire directement qu'il s'agit des enseignants. Et donc, si on doit clarifier au niveau du vocable également, il faut aussi aller au niveau de la réalité qui vient d'être précisée tout à l'heure. Parce que si ce sont des aspirants et que vous leur permettez d'être en situation de classe et donc de garder jusqu'à garder des classes d'examen, si cela est vrai, et cela pose déjà un problème au niveau de cette réforme, effectivement. Et après, il faut se demander, quand on prend les revendications, je trouve que les revendications sont compréhensibles. On peut les comprendre. Mais moi, j'ai un petit problème qui est peut-être une question de droit. Et quand on sait qu'en tant qu'AME, vous avez signé un contrat avec l'État et que dans le contrat, il est dit que je pense que c'est 9 mois et voilà, les conditions, les thèmes du contrat sont clairs. Et pourtant, vous avez signé. Je pense que c'est à la signature qu'il fallait quand même revendiquer, qu'il fallait peut-être jouer au syndicalisme pour permettre à celui-là qui vous propose le contrat de revoir les thèmes du contrat. Mais ici, je constate que les amis, les camarades, les compatriotes ont signé le contrat et chemin faisant, ils se sont rendus compte de la gravité des faits ou de la difficulté à pouvoir tenir par rapport aux clauses contractuelles. Et c'est là maintenant, ils sont en train de faire maintenant une revendication. Et quand vous faites une revendication, par exemple, en demandant l'intégration directe dans la fonction publique, donc on peut dire un reversement comme on l'a connu dans le passé, ça pose également un problème parce que dans les thèmes du contrat, il a été précisé que vous n'êtes pas un fonctionnaire de l'État, vous n'êtes pas un agent permanent de l'État. Et donc moi, je comprends et je suis d'accord pour les revendications, mais en tant qu'individu, désormais, quand on veut signer un papier, il est important qu'on puisse prendre connaissance du contenu et des effets que ces différentes clauses-là auront. Et aujourd'hui, je pense, si vous savez que nous sommes face à un régime qui, quand même, est très intelligent, et ça, il faut le reconnaître, le régime en face est très intelligent, et que vous vous permettez de mettre la main sur un papier tel, et qu'aujourd'hui, on vous brandit ce papier pour vous dire, mais écoutez, d'abord, c'est un contrat de droit privé, et que vous n'êtes pas un agent permanent de l'État, et que vous n'êtes même pas autorisé à faire certaines choses. Cela est vrai, mais il se fait que dans les faits, comme l'a rappelé M. Sondé tout à l'heure, on remarquera qu'il y a des difficultés pour ces compatriotes de faire face aux réalités de la vie. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que ces aspirants au métier d'enseignant ont droit aujourd'hui au droit de grève, puisqu'ils sont sous contrat? Oui, écoutez, d'abord, c'est vrai qu'ils sont sous contrat et je crois qu'ils perçoivent en fait 10 mois. Écoutez, si ils n'ont pas droit à la grève et qu'ils font la grève, on va leur appliquer la loi. C'est aussi simple que ça. Moi, je dis dans la République, chacun va payer pour ses péchés, mais je refuse qu'on les appelle AME, mais qu'on les traite, qu'on les utilise comme des enseignants. Je ne sais pas si Distel enseigne une fois, je ne sais pas si vous avez enseigné une fois. Là, vous saurez ce qu'on appelle être enseignant. Oui, c'est ça, parce que je vous dis qu'ils sont aspirants. Moi, j'ai toujours combattu cette expression-là, parce que pour moi, celui qui aspire n'est pas encore enseignant, si nous parlons français. Maintenant, vous lui confiez des classes d'examen. Ils forment les apprenants. Ils sont allés corriger le BPC. Ils ont corrigé le bac. Donc, je dis, on peut les écouter. S'ils sont, allés, aujourd'hui, vous avez parlé de syndicalisme. Vous en connaissez encore au Bénin? Ah ben, je pense qu'il en existe. Hein. Vous en connaissez encore au Bénin? Moi, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a plus de syndicalisme au Bénin. C'est fini ça. Donc, ils ont... Kassamampo aurait dû être des notes ce matin. Écoutez, Kassamampo,
c'est un exemple là que vous donnez. Il faut que vous en connaissez deux qui sont aujourd'hui, qui sont dans le syndicalisme. Le régime en place a dit à tuer le syndicalisme. Disons les choses clairement. Il nous a dit que tu es d'accord, tu restes, si tu n'es pas d'accord, tu prends la porte. En fait, c'est ce qu'on veut demander aux AME. Moi, j'ai des collègues qui ont refusé, qui avaient commencé, mais qui ont démissionné. Ils ont dit non, ce statut ne nous arrange pas. D'abord, c'est le vocable qui pose problème. Donc, je dis, s'ils font la grève, ils ont dit, ils ont droit, ils sont des contractuels, tout contractuel, quel que soit le régime dans lequel ils se trouvent, ils peuvent faire la grève. Mais il y a comment on appelle, il y a des conditions définies pour faire la grève. Si vous allez au-delà, surtout que la loi sur l'embauche est là, et c'est ça que tout le monde brandit aujourd'hui, on vous renvoie, on vous paye vos droits entre 3 et 9 mois. Donc, je crois que il a parlé d'un régime intelligent et c'est ce qui sera fait. Si ces enseignants continuent de faire ce qu'ils ne devaient pas faire, oui. on va les limoger, on va prendre d'autres personnes. Et ça va fonctionner. Comme ça, il n'y a pas de suivi dans la formation des apprenants. Parce qu'il faut d'abord que on devait les utiliser comme enseignants. En tant qu'aspirant, on devait bien les former d'abord avant de leur donner le titre d'enseignant. Mais je ne suis pas d'accord. Je les ai combattus. J'ai dit, vous ne pouvez pas être aspirant et venir corriger un examen alors que vous n'avez pas la formation requise pour faire le faire. Maintenant, si l'État a permis ça, c'est qu'ils se sont dit, en poussant le bouchon un peu plus loin, on pourra nous changer de statut. C'est leur droit de revendiquer, mais il revient au gouvernement en fonction des disponibilités que le gouvernement dit, je peux vous satisfaire. Je ne peux pas vous satisfaire. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez la porte, je peux recruter d'autres personnes, puisque c'est la philosophie du moment. Alors, d'ici la Moussa, à l'entame de chaque rentrée académique, le gouvernement effectue des assises avec les différents responsables centrales et confédérations syndicales afin quand même de discuter des conditions des travailleurs. Est-ce à dire que la rencontre qui a eu lieu récemment n'a pas porté ses fruits pour qu'on puisse assister à de telles initiatives à quelques jours après la rentrée scolaire? Je viens de suivre un mélange terrible au niveau de l'intervention de M. Soulé. Et malheureusement, c'est une restitution parfaite de ce qui se passe dans la tête de nos compatriotes qu'on appelle les aspirants au métier de l'enseignement. Le juriste nous a dit, lorsque vous signez un contrat, vous en tenez au terme du contrat et à ses clauses. Maintenant, si cela vous dérange, vous dénoncez le contrat. Si vous pensez que c'est un contrat léonin, vous le dénoncez. Il y a les structures ou les institutions, n'est-ce pas? Nous sommes dans une république. Vous allez devant ces structures, ces institutions, vous dénoncez le contrat. Mais vous ne prenez pas les autres enfants de ce pays, les autres citoyens, plus jeunes, vous ne les prenez pas en otage. En se servant de leur situation d'apprenant pour aller faire du chantage au pouvoir. Il y a quelque chose de malsain chez mes amis. Je n'ai pas vocation à enseigner, M. Soulé. J'ai formé, mais je n'ai pas vocation à enseigner. Et ceux qui ont vocation à enseigner, qui aspirent, n'est-ce pas, à ce métier-là, doivent pouvoir respecter les clauses du contrat. On les utilise comme des enseignants par endroit, ils vont corriger les examens nationaux et tout. Je crois savoir qu'ils sont en situation de classe pour la formation pratique. Et que lorsqu'ils ont eu le BAPES, ils ont franchi le niveau académique, ils ont les parchemins appropriés, il fallait leur donner l'occasion de se retrouver en situation de classe pour, n'est-ce pas, acquérir de l'expérience. Parce qu'ils aspirent à. Je ne défends pas le pouvoir parce que je ne suis pas à la place des concepteurs de la réforme, mais j'analyse. J'analyse pour dire que le métier d'enseignant doit pouvoir connaître deux phases essentielles. Ma question. La phase de la formation théorique qu'ils ont dans les écoles, puis la phase de la pratique. S'ils sont utilisés pour corriger les feuilles, pas pour ma question, c'est pas fait, mais c'est pas du bénévolat. C'est du social que le pouvoir fait.
Merci à vous, les Distel Amoussou. Vous n'avez pas répondu à ma question finalement. C'était quoi votre question? Je vous l'avais posée à l'entame. Oui. Je vais la reposer peut-être à Landry. Non, il fallait que je pour évoluer dans ce débat parce que nous avons encore d'autres sujets. Nous n'allons pas trop perdre le temps sur ce sujet-là. L'amalgame ou la confusion. Alors Landry, est-ce à dire que les rencontres, négociations, gouvernement syndicat n'ont véritablement pas porté leurs fruits? Ah, d'accord. Je pense que, comme l'a dit M. Soudé tout à l'heure, il faut juste constater que depuis 2016, les négociations, les rencontres et gouvernement syndical ne sont plus exactement ce que c'était. Les choses ont changé, les données ont changé. Ce n'est plus comme avant où les syndicalistes pouvaient avoir gain de cause un peu peut-être rapidement ou un peu facilement. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique et vous connaissez la logique du régime en place. Et donc, c'est des gens qui, généralement, lorsqu'ils ont fini de concevoir leur réforme, pensent que, voilà, c'est totalement parfait, donc il n'y a plus rien à y retrancher. Et s'ils doivent y retrancher, c'est que ça vient d'eux-mêmes. Non, je suis factuel. Si vous pouvez me donner des exemples de négociations qui ont porté leurs fruits, je pense qu'on pourrait en parler. Mais bon, moi, je constate depuis 2016 que quand on a fini de faire les réformes, et vous allez voir que pour les réformes, ça prend du temps. Généralement, ça prend du temps. Il arrive même qu'on arrive à suspendre certaines réformes quand on finit par constater que... Donc, vous allez voir que c'est un gouvernement qui essaie de prendre son temps pour travailler et quand ils ont fini de le faire, je vous assure, il est difficile. Je ne laisse pas distraire. Bon, si c'est ça le mot, mais moi je constate tout simplement qu'il est difficile aux forces sociales et autres de venir interférer, de les faire changer d'avis. Et donc, ce qui fait que les négociations peuvent ne pas prospérer. Et je vous l'ai dit, c'est un contrat que les gens ont et en droit, le contrat, c'est la loi des parties. Donc, si le gouvernement estime que vous avez signé un contrat et vous savez tel qu'on le fait aujourd'hui dans notre pays, c'est que la loi, c'est la loi et puis voilà. Donc, si vous avez signé un contrat, on peut vous dire, vous avez un contrat, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, comme l'a dit M. Soudé, comme il l'a reconnu également, donc on prend quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera peut-être un peu difficile de voir ces négociations-là prospérer. Mais bon, je pense, si je me réfère au discours du chef de l'État à son investiture le 23 mai, c'est que nous sommes désormais dans le hautement social et les raisons du hautement social peuvent peut-être amener le régime à changer de fusil d'épaule. Ça peut arriver. Et à écouter peut-être ces aspirants métiers d'anciens. Ce n'est pas exclu. Je crois que nous allons... Ils sont écoutés. Non, je voulais apporter un détail. Je suis un peu dérangé que Dissel ne suive pas l'actualité des enseignants. Je ne sais pas si en mai-juillet dernier, vous avez suivi la levée de bouclier, quand on a retenu les candidats des listes pour corriger les examens. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu. On a dénoncé que les examens ne devaient pas être retenus par Educ Master. Je ne sais pas si vous avez suivi. Parce que quelqu'un qui est aspirant, qui vient de faire juste 8 mois dans une classe d'examen, on dit qu'il va corriger le BPC. Et les enseignants sont montés au créneau pour dénoncer ça. Donc vous ne suivez pas. Votre affaire, ce n'est pas éducation. Je crois que nous n'allons pas trop traîner dessus parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse nous attarder sur le sujet. Un aspirant, pour moi, ce n'est pas un enseignant. Maintenant, si vous les utilisez comme des enseignants, nous allons nous pencher vers le sujet qui nous réunit ce matin. Je reste avec vous, Alphonse Moïse Soudé. Cette semaine, elle a été un peu agitée pour la préfecture du littoral. Il y a la semaine dernière, le préfet du département du littoral, avec des échanges avec la municipalité de Cotonou, a décidé de réorganiser le transport urbain. Un arrêté a été pris pour réorganiser le dit transport urbain. L'arrêté qui a été effectif lundi dernier. Et déjà, le jeudi, le ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, prend une décision pour faire suspendre, pour contraindre l'autorité préfectorale à suspendre son arrêté et dans le même temps l'interdire de prise de toute décision. En tant qu'analyste politique, quel décryptage faites-vous de tout ceci dans l'ensemble? Mais écoutez, hier je me suis fait deux biais. Parce que j'ai emmerdé certains défenseurs du régime. Le lundi sur un plateau, j'ai dit ça ne marchera pas. J'ai dit que ça ne marchera pas. On ne prend pas cette décision-là au pifomètre. On ne prend pas cette décision-là au pifomètre. Et qui plus est, Maître Alain Roula, je me permets de le dire, de 2015 à 2019, 3 fois par semaine, on partageait les plateaux de télévision. Tu sais ce qu'il disait de ces choses-là. De 2015 à 2019, on a partagé des plateaux de télévision 3 fois par semaine. Et je dis, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance de me déplacer. On a dit là-bas, il faut garer, il faut déposer les gens à l'abattoir. On n'a rien prévu. Rien. Juste l'espace pour que les gens se garent. Et j'ai dit, mais quand je vais descendre, parce que moi j'ai des collègues qui viennent travailler à Cotonou tous les jours, qui viennent de Porto-Novo, ils sont descendus à l'abattoir. Ils ont dû prendre taxi, 500 francs, pour venir en ville. Et le soir, quand on a fini, ils ont pris encore des milliards, 500 pour aller à l'abattoir. J'ai dit, mais c'est pas pratique. Est-ce que ça fait partie du hautement social? Qu'est-ce que je veux conclure par là? Il y a
Il y a que nous sommes dans une république où chaque autorité pense qu'elle peut prendre sa décision. J'ai vu dans ce pays la direction générale de la Poste imposer le pass vaccinal aux employés. J'ai vu la SOGEMA imposer le pass vaccinal à ses employés. Le conseil des ministres n'a rien dit. J'ai vu le préfet qui vient de prendre une décision, on lui a tapé sur les doigts. Écoutez, dans une république normale, où on le démissionne, où il démissionne. Parce que déjà, quand il s'était attaqué aux prostituées, devant le tribunal, il a fait flop. Il a fait flop. Pour un homme de droit qui agit comme ça, qui va devant les juridictions, qui fait flop, ça pose un problème. J'ai dit, le président Talon n'a pas besoin de ces cadres zélés qui ne réfléchissent pas avant de poser les actes. On le démissionne tranquillement. Parce que c'est un aveu d'échec pour vous. Vous avez pris une décision lundi et vous avez pris toutes les dispositions. Parce que il y a des packs. Moi, je suis passé par là. Il y a les commissariats d'arrondissement qui ont dépêché les policiers sur le terrain qui pourchassaient les Tokwa, il n'y en avait pas. Et hier, quand la décision a été rapportée, vous avez vu comment les gens se sont réjouis. Moi, j'habite à Kwakwa. J'ai vu comment les gens se sont réjouis. Parce que les dames, le mardi matin, pour prendre Zim que nous prenons d'habitude d'Akwakwa pour, par exemple, Église Saint-Michel, de 300, c'est passé à 500. La spéculation est allée au sommet. Donc, je dis, il faut que dans la République, quand nous voulons prendre des décisions qui engagent le grand nombre, ne soyons pas pressés, allons à tête reposée. Il faut toujours réfléchir, il faut toujours envisager les tenants et les aboutissants d'une décision, parce que c'est dangereux pour un préfet. La même année, il a déjà fait flop plusieurs fois. Alors, Distel Amoussou, est-ce pour vous également un désaveu pour l'autorité préfectorale? Moi, j'ai pas les moyens de me prendre de bière. Moi, j'ai pas les moyens. Apparemment, Moïse, vous avez des antécédents ou quoi? Non. Vous avez beaucoup vous taquiner les uns les autres. C'est un frère ami et nous sommes en train de partager les plateaux maintenant, ça fait très longtemps. Donc, je ne vais pas faire fixation sur Alain Ourounla. Je ne vais pas faire fixation sur son arrêté. Je ne ferai pas fixation sur le retrait de son arrêté. Mais je voudrais qu'on reconnaisse l'effectivité de la problématique de l'organisation, de la réorganisation de la mobilité à Cotonou. Comment le faire? Il appartient aux autorités de s'accorder autour de la question, d'associer les syndicalistes, les acteurs concernés. Mais il reste pour moi incontournable, ou presque incontournable, une réforme essentielle, celle de pouvoir instaurer et développer les transports communs dans nos grandes villes, notamment le Grand Nogoy. Bon, maintenant, qui a pris quelle décision, de quelle façon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Nous sommes sur un terrain hautement politique. Et moi, je ne voudrais pas me mixer dans les petites querelles. Je voudrais reconnaître que les affres ou les frasques de ces taxis appelés Tokwa Tokwa sont d'une évidence qui crève l'œil. Et comment, n'est-ce pas, éradiquer ça, comment enrayer ça? Au niveau des motocyclistes, on a déjà commencé par exiger le port de casque, ce qui se fait aujourd'hui à merveille. Par endroits, on est en train d'exiger l'utilisation des pistes cyclables, notamment sur la route, le tronçon, je ne fais pas de publicité, et enfin derrière l'aéroport international de Cotonou, depuis un mois environ, tous les matins, tous les soirs, je vois la police discipliner les concitoyens. Alors, donc, il faut régler le problème là. Et donc, trouver une solution. Mais est-ce que ça ne vous pose pas un problème qu'une autorité préfectorale prenne une décision, qu'elle travaille de concert avec la municipalité et les responsables à divers niveaux? Vous avez suivi le compte rendu de ces différentes séances sur les médias. Alors, et que du jour au lendemain, après, le ministre prend une décision pour demander au préfet de rapporter sa décision, et pire encore, l'interdire de prendre toute décision. Vous me permettrez de ne pas opiner sur ce sujet. Merci. Parce que vous ne voulez pas opiner dessus. J'ai le droit ou pas? Mais, André, je ne savais pas qu'il y avait des sujets qui pouvaient
échappé à 10 têtes. Landry Adelakou. Constater. Landry Adelakou. Oui, et je pense que cette actualité me fait dire que dans le jeu de la vie, les rôles changent. Les rôles changent, j'imagine. M. Alain Orunla, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et dont un des collègues ministres prend un tel arrêté. J'imagine toute la verve et toute l'éloquence qu'il aurait déployée pour justifier l'affaire. Et donc, je pense que si en peu de temps, il est en train de subir des revers, il est important que pour un homme de droit comme lui, un brillant avocat, qu'il puisse quand même essayer de se remettre en cause. Vous savez, M. Alain Orunla, je le dis souvent sur plusieurs plateaux, et il est là, il est dans une poursuite politique. Et ça, il faut le dire. Quand vous partagez ensemble 3 jours par semaine les plateaux, il était un technicien de droit. Et donc, il faut faire la part des choses. C'est pareil pour chacun de nous, hein, quand on se retrouve dans la poursuite politique. Et vous savez, les propos changent, ce qui est normal d'ailleurs, parce que, comme on le dit au Parlement britannique, ce que tu dis dépend de là où tu es assis. Et donc, M. Alain Orunla, je pense que, politiquement parlant, il n'est pas des meilleurs. Il n'est pas des meilleurs que notre pays devait quand même connaître, parce que avoir ce talent et se permettre de se fourvoyer à longueur de journée sur des choses qui ressortent même comme étant l'ABCD du droit administratif, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas prendre des décisions comme si vous n'étiez pas du peuple. Et M. Alain Orunla, c'est ce qu'on constate quand il est allé dégager les prostituées. Tu vas devant le tribunal, tu paies. Mais je pense que pour un homme de droit, il faut se remettre en cause et se demander si on a vraiment mis en œuvre tous les bagages dont on est porteur pour prendre certaines décisions. Et aujourd'hui, il se permet également de prendre une autre décision qui, malheureusement, ne répond pas à notre sociologie et au contexte actuel, parce que cela ne participe même pas à la vision du chef de l'État qui parle du hautement social. Et je pense qu'il va de soi que son ministre puisse quand même prendre une décision pour le ramener à l'ordre. Donc, je pense que c'est juste un rappel. Et le danger, quand vous lisez cette note du ministre, c'est que, vous l'avez dit, on lui a interdit la prise de tout arrêté jusqu'à nouvel ordre. Tout arrêté. Pour une autorité préfectorale, on lui interdit tout arrêté. Cela voudrait dire, si aujourd'hui nous voulons manifester, on verra comment M. Alain Orunla fera. Lui qui est habitué à interdire ou à autoriser les manifestations. Donc, vous voyez un peu, donc pour un préfet, je pense que sous d'autres cieux, cela pourrait peut-être conduire à une démission de l'autorité préfectorale. Mais comme nous sommes au Bénin, mais je pense que M. Alain Orunla doit, s'il est un peu, je sais qu'il sait bien voir, mais je pense que c'est un danger qui est en train quand même de le poursuivre progressivement. Donc, il est important qu'il puisse essayer de revoir un peu sa manière de faire. Landry Adelakou y voit un danger. Certaines langues y voient quand même une main invisible du chef de l'État à travers cette décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, parce qu'ils estiment que le ministre pourrait toutefois demander au préfet de rapporter son arrêté, mais jusqu'à l'interdire de prendre des arrêtés, jusqu'à nouvel ordre, qu'une telle décision ne pourrait pas être prise sans l'approbation du chef de l'État. Moïse Soudé, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je crois savoir qu'il y a à la présidence de la République une cellule qui étudie ces documents avant qu'ils ne soient mis à la disposition du peuple. Je ne sais pas si en temps cette cellule a disparu. Mais que je constate que certainement le préfet, en voulant prendre la décision, n'a pas consulté l'autorité détutière. Parce que quand on écrit, il vous est désormais interdit. C'est-à-dire que c'en est de trop. Arrêtez-moi ce spectacle-là. Ça pose un problème dans la République. Moi, je fais partie de ceux qui disent les Toko-Toko nous créent des ennuis parce que plusieurs fois, ils ont gratté ma voiture sur le pont. Et j'ai dit, si nous voulons organiser la circulation, allons pas à pas. Faisons les choses dans les règles de l'art. Moi, je suis d'accord qu'on réorganise, mais on ne va pas quand même prendre les décisions à l'emporte-pièce. Parce que là, je ne sais pas si les gens prendront encore le ministre Alain Orunla au sérieux. Je dis non. Il faut que désormais, et le ministre aussi, il est allé très fort quand il dit à un préfet, vous êtes désormais interdit. Bon, les thèmes. Moi, je dis, cette cellule-là doit être, si elle est justement, est-ce que le ministre peut prendre une telle décision sans l'approbation du chef du gouvernement? Est-ce que le préfet peut prendre une telle décision sans l'approbation du ministre du tutelle? Je vous pose la même question. Parce que le préfet dépend du ministre. Et le préfet a eu la possibilité de discuter avec les responsables des conducteurs qui lui ont dit, monsieur le préfet,
laissez-nous jusqu'à fin janvier pour que nous puissions mettre en application cette décision. C'est pour que eux, non seulement qu'ils célèbrent les fêtes, mais qu'ils organisent. Moi, je suis d'accord que le préfet réorganise le transport à Cotonou, mais il faut aller pas à pas. Parce que j'ai dit quelque part, il y a deux choses. Ou bien le préfet pose des actes pour écorner l'image du chef de l'État, ou le préfet pose des actes pour provoquer les populations, pour les obliger à descendre dans la rue et créer des problèmes à l'exécutif. Parce qu'il ne peut pas prendre une telle décision sans se référer à son ministre de tutelle. Et le ministre de tutelle ne peut pas demander au préfet de ne plus prendre des décisions sans se référer au président de la République. Je crois que par la suite, nous saurons réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des intrigues politiques déjà qui ont commencé? Est-ce que l'on a envie de montrer les limites du préfet? Parce qu'il y a une série de décisions qui n'ont pas marché avec le préfet. Et je crois que finalement, je ne vais pas jouer aux oiseaux de mauvaise augure. Je crois que finalement, il finira par débarquer ce préfet-là pour amener quelqu'un d'autre. Alors, Distel Moussou, je me retourne vers vous. Je ne vais pas évoquer de nom. Nous allons rester sur le plan administratif, sur le plan de la structuration de l'administration publique. Alors, une autorité préfectorale prend une décision qu'elle met en application. Quelques jours après, son ministre de tutelle lui demande de rapporter la décision et le ministre de tutelle précise dans sa note de service qu'il lui est interdit de prendre tout arrêté jusqu'à nouvel ordre. De façon générale, Distel Moussou, est-ce qu'une telle décision d'une telle ampleur peut être prise par l'autorité ministérielle sans l'approbation du chef du gouvernement? Je n'ai pas évoqué de nom. Le juriste va m'aider. Lorsqu'à la Cour constitutionnelle, il y a un recours contre un sage et que les autres doivent connaître du dossier, qu'est-ce que celui qui est poursuivi fait? Il y a un mot pour le désigner. Il est déporté? Oui. Donc je voudrais bien me déporter par Non, incroyable. Vous n'allez pas nous faire ce jeu, Distel Moussou. Vous êtes venu ici pour quand même opiner sur les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine au Bénin. Je me déporte. Vous vous déportez. Je me retourne vers vous. Je me retourne vers vous, Landry Adelakoun. Alors, au regard des faits, est-ce que vous pensez que le ministre ait agi unilatéralement? Je pense que de ma position, il me sera difficile de savoir. Moi, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été préfet. Donc, bon, voilà, je n'ai pas occupé un poste de responsabilité pour savoir comment est-ce que ça se passe dans les couloirs ou dans les arcanes politiques. Donc, vous voyez, mais si, peut-être naïvement, si nous l'observons, nous allons nous dire que le ministre ne peut quand même pas prendre une décision de telle ampleur sans l'approbation du chef du gouvernement. C'est ce que nous pouvons penser. Mais ça reste encore dans des appréciations peut-être subjectives parce que nous n'avons pas les éléments. Et là, il m'est un peu difficile, mais une chose est sûre, si le ministre l'a fait, c'est qu'il sait pourquoi il l'a fait. Mais au-delà également, il faut comprendre qu'il peut y avoir aussi des réalités politiques derrière. Maintenant, si nous sommes dans le monde politique et qu'on constate effectivement qu'il y a un préfet qui veut quand même embrouiller les cartes du chef de l'exécutif, du chef du gouvernement, il va de soi qu'un des membres du gouvernement puisse quand même taper sur la table pour montrer à la population qu'en réalité, c'est ce préfet-là qui est une mauvaise personne. Alors, dernière question avec vous, Landry Adelakoun. Lorsqu'on dit à une autorité qu'elle est interdite de prendre des décisions, alors, quelle est sa valeur à ce poste-là? Non, ils n'ont pas interdit à l'autorité de prendre des décisions, ils lui ont interdit de prendre des arrêtés. Oui. Donc, il peut continuer avec des communiqués. Ça, c'est pas un problème. Bon, vous voyez, c'est tout. Il est réduit à des communiqués. Il est réduit à des échanges de courriers avec les autres et tout. Et peut-être s'il doit aller sur les radios, faire des descentes comme il le fait pour les travailleurs de CES et autres. Donc, il peut continuer, mais jusque un des actes, qu'on pourra dire, l'acte fondamental qu'il est appelé à prendre, mais c'est comme si on lui a coupé un peu les ailes. C'est ce qui s'est passé. Même si c'est jusqu'à nouvel ordre, pour le moment, le préfet n'a plus les pleins pouvoirs, il est limité. Et aujourd'hui, c'est pour cela, je dis, dans un autre état, cela aurait conduit le préfet vraiment à déposer le tablier. L'absence des opinions de Distel Moussou me contraigne à passer au sujet suivant parce que c'était quand même le plat de résistance de cette émission, parce que c'est le véritable sujet qui avait tellement fait l'actualité cette semaine, outre également les commentaires autour des libérations, la 4e vague de libération qui a été effectuée cette semaine, et également les commentaires autour du jugement en vue pour le 6 et le 10 de Ricky Amadouko de Joël Aïvon. On va peut-être passer sur ce sujet à présent. Je me retourne vers vous, Alphonse Moïse-Soudé. Certaines personnes estiment, par exemple, le Benoît Libéré l'a titré hier vendredi, que
le président Patrice Talon a véritablement tendu la main parce que nous avons déjà plus de 50 détenus qui ont été libérés et des espérances sont placées en la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Bon, avait-il le choix? Avait-il le choix? Il a été dit, on a dit désormais, il y aura un procès. C'était pas l'objectif initial, c'était de leur coller 20 ans. C'était de leur coller 20 ans. Nous savons tous comment la criette fonctionne. Maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité. La criette... Ah, là, vous ne vous déportez pas. Là, vous ne vous déportez pas. Non, je ne me déporte pas. Ah, d'accord. Là, il se porte. Là, il se porte. Je vois les sujets sur lesquels vous portez, vous déportez. C'est très intéressant, ça. D'accord. Oui, allez-y. Donc, je vais comprendre... Non, vous avez réagi tout à l'heure, parce qu'il fut un temps, vous étiez silencieux, dit Stella Ousso. Allez-y, Alphonse Ouissoudé. Non, je dis c'est heureux déjà. Moi, j'étais content qu'on en dit bon. Maintenant, c'est un procès en bonne et due forme. C'est ça déjà au niveau de l'ambiance. Les autres fois, il n'y avait pas eu procès. Au niveau de l'ambiance, je crois que tout le monde est rassuré. Ils vont se présenter, ils auront la possibilité. Mais je dis que la suite de ce procès, c'est que probablement ou certainement, les deux seront libérés. Ça entre dans un schéma qui est bien tracé pour montrer que la bonne volonté du chef de détendre l'atmosphère. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été libérés. Certains ont dit que ce n'étaient pas les gros morceaux. Nous avons besoin qu'on libère les gros morceaux. Certains ont rallié cela à la rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi, qui avait souhaité, mais qui disait bien que il lui a demandé, il revient au chef de l'exécutif de le faire. Je crois que en bon béninois, je suis content qu'on aille à cette étape-là. Désormais, les choses pourront bien se passer. Entre les lignes, est-ce qu'on peut dire, Stella Ousso, que Patrice Talon, politiquement, a accédé à la requête de Boni Yayi? Moi, je n'y vois aucune lecture politique. Moi, je vois plutôt l'effectivité, l'existence de la République, de ses institutions et du bon fonctionnement de ces institutions, notamment la justice béninoise. Des dossiers qui ont été soulevés, des personnes, des concitoyens interpellés, mis sous mandat de dépôt. La justice a son temps, son délai pour instruire, n'est-ce pas, les dossiers. Certains concitoyens, une cinquantaine environ, ont déjà recouvré leur liberté, d'autres ont mis sous convocation. Ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement hors de cause. Ils doivent pouvoir répondre aux besoins de la justice. Ce que vous appelez les grosses cylindrées, Joël Aïvo et le professeur Joël Aïvo et notre sœur Kiat Madougou auront, contrairement à ce que venait de dire M. Souley, auront la possibilité de connaître un procès équitable, public et juste. Tout ce qu'on va souhaiter, que le droit triomphe et que le droit soit dit. Pour rectifier cette manière de mélanger tout le monde de M. Souley, il disait tantôt que contrairement... Ils n'étaient pas partis pour avoir un procès. Reconnaissez ça au moins. Ils n'étaient pas partis pour avoir un procès. Savoir, je suis curieux. Nous sommes au pays, on a tout suivi. On a tout suivi, on n'est pas venu de planète Mars. Je suis curieux de savoir si une seule fois, il n'y a pas eu de jugement à la criette. Il n'y a pas eu de jugement à la criette et la criette s'est levée ou M. Metonou s'est levé, il est resté dans ses 4 murs. Il dit, bon, je lui donne 20 ans. C'est déjà arrivé une fois, je veux un seul cas. Il ne faut pas mélanger les esprits faibles. Oui, écoutez, dites-moi, est-ce qu'il y a un cas qui s'est présenté devant la cuillère? On a dit que désormais, il faut envoyer devant la juridiction. Donnez-moi un cas, à part ces deux cas-là. Donnez-moi un cas. Non. Devant les tribunaux. Je dis toutes les fois qu'il y a eu... Donnez un cas précis par rapport au cas de Madougou et de Joël. Donnez un cas où on est allé à la criette. Vous avez évoqué 20 ans de condamnation. Oui, ça se passe là-bas. Les fois où il y a eu 20 ans de condamnation, là, c'est un tribunal qui a prononcé ça.
Ah non, c'est pas un tribunal. C'est un tribunal, puisqu'il y a eu jugement. Déception. Alphonse Là, je parle de la criette. Alors, Vous connaissez alors, quelqu'un qui je allait- crois qu'on a que un les juriste. téléspectateurs découvrent M. Oui, on a un juriste. Dites-nous. On a un juriste Je voudrais parmi nous. je voudrais que les téléspectateurs découvrent M. Soulé. Toutes les fois qu'il y a eu 20 ans comme condamnation, il n'y a pas eu de jugement. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Suivez-moi très bien. Oui, on vous suit. Non, Je voudrais bien suivre. Je dis, donnez-moi un cas où les gens sont allés devant la criette, on les a ramenés devant les tribunaux. C'est ce que Non, je vous demande. C'est ce que je vous ai demandé, monsieur Distel Amoussou. Les 20 Donnez-moi ans, un cas. Je Donnez-moi crois un que seul le cas. débat, vous allez C'est ce que je vous dis. après le plateau. Soulé, les 20 Alors, l'endroit de la Il y a des on va- sujets sur lesquels on- vous on va- êtes on va- prolixe, jugement. il y a des sujets sur lesquels vous on êtes va- police, on mais il y va- a on va des sujets sur évoluer. lesquels, à cause de Je vos suis relations, curieux de- vous refusez de Nous vous prononcer. parlons- Donnez-moi nous un cas parlons où de la on Cour a de quitté répression des infractions la criette, économiques. on a quitté la Hier. criette pour le tribunal. Dites-moi ça. Je comprends Le pas. 6 Je- prochain Faut pas nous et distraire, le s'il vous 10 plaît. prochain, Rikia et Non. Ivor, respectivement, Ne nous distrayez pas, seront s'il vous plaît. devant la Cour de répression des Non, infractions mais vous économiques et mélangez terroristes pour être l'opinion. Moi, jugés. je comprends rien. Cette semaine, nous avons également connu la 4e vague de libération de détenus. On dénombre un peu plus de 50 personnes libérées qui avaient été interpellées dans des violences électorales enregistrées dans l'élection présidentielle de 2021. Dites-nous, selon vous, est-ce que c'est déjà, en d'autres termes, la concrétisation de la main tendue du président Patrice Talon? Oui, je pense que peut-être contrairement à M. Amoussou, moi je vois que c'est la concrétisation bien évidemment de la main tendue du chef de l'État. Il faut peut-être faire le rapprochement des événements. Le 23 mai, le chef de l'État a tenu un discours fort à sa prestation de serment. Et déjà, quand vous observez de bonne foi, vous devez pouvoir conclure que oui, ce second mandat sera un mandat un peu plus calme. Un peu plus calme. Et puis après, oui, un peu plus relax, voilà, pour être dans le style. Donc un peu plus relax. Et puis après, nous avons vu Je suis un peu gêné si c'est le juriste qui le dit. Ouais, j'en viens, ne vous en faites pas. Je voudrais bien apporter la réplique. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, j'en viens. Et donc, vous voyez cela, après, vous avez vu la rencontre qu'il y a eu entre M. Boni-Yayi, un ancien président, et son successeur. Et quand vous voyez M. Boni-Yayi dire qu'il a fait une demande et qu'il revient au chef de l'État, M. Patrice Talon, et de décider. Et quand vous voyez une personnalité qui a eu à faire 10 ans, dans les conditions que nous avons connues, au Bénin, il a eu à faire 10 ans. Puissant président de la République, et qu'il le dit, c'est qu'il sait. Il connaît les arcanes du pouvoir, il sait ce que c'est qu'un chef d'État, il sait ce que c'est qu'un président de la République. Et ça, que vous soyez de l'opposition, de la mouvance, lorsque vous devez agir, il faut reconnaître que le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Nous sommes dans un régime au Bénin, il n'y a pas à blaguer avec. C'est le président de la République. Ça, on ne va pas jouer au tout. C'est le président de la République. Qu'est-ce que vous dites en Donc, filigrane? le président de la République est le président de la République. Si celui qui a fait 10 ans a Il est le président de toutes les institutions. Monsieur on va écouter un peu Jean-Marie. Et donc, non, venant d'un juriste. Je vous rappelle que le juriste a été formé dans une faculté des sciences juridiques et politiques à la fois. Donc, je peux aller aussi sur le terrain de l'analyse politique, des sciences politiques. Et je suis terriblement sur le terrain des sciences politiques. Et donc, il faut reconnaître l'autorité du chef de l'État. Il faut savoir que c'est le président de la République. Et donc, après, quand j'ai dit, il faut faire la lecture au regard des éléments. Vous savez, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Monsieur Amoussou se demande si c'est un juriste qui parle. La politique commande le droit. La politique commande le droit. C'est dans toutes les facultés de droit. C'est partout. Il faut le savoir. La politique commande le droit. Le droit n'est que l'expression, surtout dans nos États, de la volonté de ceux qui sont là. Merci. Vous avez vu avec les réformes. Donc le droit n'est que l'expression de la volonté politique. C'est ça, il faut le savoir dès aujourd'hui. Et donc ne pas le savoir, c'est ça qui fait qu'on voit des opposants et qu'on sort les activistes qui tombent sous le coup de la loi, qui tombent dedans, qui ne savent pas où est le pouvoir qui décide en réalité. C'est pour cela que je vous dis, quand on veut être un peu minimaliste, on va dire oui, non, le droit, il n'y a pas politique. Non, c'est la volonté politique qui commande le droit. Et si le chef de l'État a décidé et qu'après, nous sommes en train de voir des éléments de libération, il ne faut pas perdre de vue que le Bénin a quand même engagé une diplomation des droits de l'homme en allant siéger au Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas en vain. Et vous le savez, c'est au regard des engagements également. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous sommes en train, pour ce que moi je constate, c'est que le Bénin est en train de respecter progressivement des engagements pris, tant de la volonté du chef de l'État, tant au niveau international. C'est ce qui est en train de se passer. Le chef de l'État aujourd'hui, et je vais le dire, l'exécutif est en train de jouer sa partition dans la décryptation du climat qu'il y a eu depuis quelque temps. Donc, il revient maintenant
aux autres également qui sont en train d'être libérés de reconnaître que désormais, vous êtes dans la bonne grâce de la République et que désormais, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Et ça, il faut le comprendre ainsi. Si aujourd'hui, je vais vous le dire, ce n'est pas au Bénin, il ne faut pas faire des analyses en restant fixé sur le Bénin. Dans tous les États, la plupart des États, même en France, observez bien, lorsque Nicolas Sarkozy a eu des soucis, mais il n'a pas manqué de trouver que c'était un coup politique. Oh là là. Non, je crois que c'est fini. Bon. On va conclure là. On continue encore. Non, même en France, lorsque, comment on appelle, Nicolas Sarkozy a eu des soucis, il n'a pas manqué de faire une ramification à des coups politiques. C'est pour vous dire que même dans les États qui se réclament comme étant des exemples de grande démocratie, les pays de droits de l'homme, on ne peut pas faire et ne pas croire qu'il y a quand même une ramification politique. En Pologne, actuellement, il y a eu, avec le Conseil constitutionnel polonais, qui n'est pas différent, sa posture n'est pas différente de celle de la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc, vous voyez un peu, vous vous rendez compte que le droit n'est pas détaché de la politique. Et si aujourd'hui, on est en train de libérer les gens, c'est parce qu'il y a une volonté politique qui voudrait que l'on puisse quand même essayer de voir les voies et moyens pour que tout se calme. C'est pour cela qu'on est en train de le faire. Si la volonté politique n'y est pas, je vous assure, monsieur Distel, vous avez beau débattu, fait toutes les théories de droit que vous voulez devant le juge, vous n'aurez pas gain de cause. Et ça, tous les avocats le savent. Ils savent qu'il y a des dossiers que vous ne pouvez pas gagner en étant contre ceux-là qui ont le pouvoir de décider de votre sort. Et aujourd'hui, les avocats de Mme Rekia Madougou, du professeur Joël Aïvo, je ne les connais pas, mais si vous les interrogez, ils vous diront qu'ils savent que le débat technique est fini il y a longtemps. Ils ne peuvent pas gagner sur le débat technique. Et pour sortir ces gens-là de là, moi, je ne propose qu'une seule solution. C'est la solution politique. Et c'est celle-là même qui peut sortir les gens du dossier. Sans cela, vous avez beau théoriser devant les juges, vos clients seront condamnés. Vos clients seront condamnés. Alors, avant de revenir à Distel Amoussou, Alphonse Soudé, il y a une frange de l'opinion qui s'inquiète avec une grande intensité parce qu'ils estiment que lorsque le dossier est renvoyé en jugement, c'est sûrement pour les condamner. Non, le juge a déjà expliqué beaucoup de choses. Tout ce que nous constatons, c'est de la volonté politique. Sinon, écoutez, vous pouvez faire venir des juristes ayant 1000 diplômes. Si le politique ne veut pas, vous allez moisir là-bas. On aurait pu régler tranquillement leur cas là-bas et puis ne pas continuer. Donc je dis, on ne peut pas détacher l'exercice du droit de la politique. Ça, c'est clair. Écoutez, beaucoup de lois ont été querellées. Les lois après les élections de 2019, 2020, 2021. Vous n'allez pas me dire que dans le vote de ces lois-là, il n'y a pas une même politique. Donc je dis, la volonté politique veut que l'atmosphère soit désormais détendue. Et j'avais déjà dit sur un plateau que avec l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme, nous avons des efforts à faire. On a mis le Bénin devant ses responsabilités. Et le Bénin a tout intérêt à prouver que chez moi, le respect des droits de l'homme est très important. Donc, je ne peux que saluer cette volonté politique qui est en train de faire libérer nos compatriotes. Personne ne peut me prouver le contraire pour dire, bon, c'est parce que les avocats sont les plus érudits qui sont allés là. Il a fallu qu'un homme politique dise, OK, maintenant, je ramène la balle à terre. Je permets à mon pays de redorer son blason sur le plan international. Merci à vous, Alphonse Soudé, Distel Amoussou, un mot. Alors, aux premières heures du gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, Dame Thérèse, dont j'oublie le nom de famille, a fait tuer à son domicile son époux, le lieutenant Taïgla, lieutenant des douanes. Après leur arrestation, le commissaire Adjovi, commissariat de Cotonou, a fait une reconstitution des faits. Les mises en cause sont passées aux aveux. Et le gouvernement militaire révolutionnaire se fait un communiqué pour demander qu'on les exécute à la plage de Cotonou. Et dans le communiqué, la chute, c'était une phrase qui a fait le tour de toutes les facultés de droit. On ne saurait faire autrement justice. Et cela a donné lieu à ce que les théoriciens ont appelé après la prédominance de l'exécutif sur le judiciaire. Oui, la politique commande le droit. Très bien.
Oui, le parquet reçoit des instructions du garde des Sceaux. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que dans une république ou dans une démocratie moderne, et les juristes que vous êtes nous enseignez la force des institutions, l'indépendance des institutions et exiger le bon fonctionnement de celle-ci. À partir de ce moment, je suis gêné. Je suis gêné qu'on assimile aussi facilement l'intervention ou le plaidoyer de l'ancien président Thomas Boni-Yahi auprès du président Patrice Talon à la libération en cascade que nous voyons aujourd'hui des personnes impliquées dans certains faits, n'est-ce pas, politiques. Pour vous, il n'y a pas un lien à faire. Oui, mais je trouve qu'il est trop facile et il est à la limite une insulte pour l'institution judiciaire qu'on interprète les choses de cette façon-là. Je ne parle pas de la force des avocats, mais je parle du temps d'instruction, je parle de l'instruction des dossiers, je parle de l'indépendance de la justice béninoise. Et je voudrais la défendre sur votre plateau. Je vous remercie. Merci à vous, Distella Moussou. Nous n'en dirons pas plus. Merci également à vous, Landry Angelo Adelacon. Merci également à Alphonse Moïse Soudé. C'est un plaisir de vous avoir à mes côtés ce samedi pour l'émission du jour. Merci une fois encore, Distella Moussou est consultant média communication, chroniqueur politique, président, directeur général de l'Agence d'augmentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Alphonse Moïse Soudé qui est journaliste, analyste politique. Landry Adelacon qui est juriste, consultant, analyste politique. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain dimanche pour l'invité. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.